Les sites et applications pour célibataires se comptent aujourd'hui en milliers et leurs utilisateurs en dizaines de millions. Il y a la nouvelle mise à jour là, c'est chelou. Moi c'est carré, moi c'est pas carré. Les plus gros consommateurs sont les jeunes. Dès 18 ans, ils matchent. J'avais tout le temps envie de retourner dessus, de matcher. Il y a un truc hyper enfantin, un jeu, on oublie presque qu'on joue avec des personnes réelles. Et on devient presque accro. Ouais. Je connais peu de gens qui sont pas sur Tinder. Ou qui sont pas intéressés, ou qui n'ont pas jamais mis les pieds dessus, ou qui n'ont jamais fait un tour dessus, quoi. Ouais, en fait, c'est juste que ça se passe très vite. Et du coup, on regarde plein de gens. Il y a plein de styles différents. On voit des gens beaux et tout. Il y a un peu un jeu de séduction et un peu un jeu de... On s'ennuie, donc on va, notre ego est flatté, du coup on s'ennuie mais un peu différemment, en ayant un peu le sourire, de savoir qu'il y a des gens beaux qui nous trouvent belles. L'adoption précoce des rencontres en ligne par les jeunes tient d'abord à leur grande familiarité numérique. Mais l'usage ne débouche pas toujours sur des rencontres de visu. Ce n'est pas l'objectif. On se connecte par curiosité ou pour se rassurer. Est-ce que vous matchez les trucs où il n'y a pas de photos? Non. Si, moi ça m'est arrivé quand C'est hyper drôle, c'est hyper intriguant. Oui, mais d'accord. malade. J'ai jamais vraiment installé Tinder dans l'optique de créer de sérieuses relations. Juste au début, je me suis dit que je pourrais avoir quelques plans cul, de temps en temps. Et après, je me suis rendu compte que la seule chose qui m'intéressait, j'ai jamais vraiment réellement voulu voir quelqu'un de l'application, même si j'en ai déjà eu la possibilité. Et je me suis juste rendu compte que c'était bien ça flattait un peu mon ego quand même. Naturel. Notre âge, ils sont pas sur Tinder pour se mettre en couple. Même si c'est un site de rencontre, c'est plutôt un site pour aller ken, quoi. Faire l'amour. Non, mais c'est clairement un site de plan cul à notre âge. Ouais, bien sûr. Ouais. Mais ça dépend, en vrai, des fois tu peux juste rencontrer quelqu'un et bien t'entendre avec, te taper des barres avec et sans qu'il y ait plus, tu vois. Genre des fois... T'as installé pourquoi, tu sais ? Pour se faire des amis. Il y en a, c'est noté, hein. Je cherche juste à me faire des potes. C'était pour vous, mais j'ai installé pendant le confinement. Ouais, Et pendant le confinement, vas-y. Trop de potes. Les applications de rencontres sont peut-être en train de devenir de véritables réseaux sociaux pour les jeunes adultes. Et le confinement a dopé cette tendance. Raisin pour un verre de vin sans se prendre la grappe, #pas de coup d'un soir. Pastèque pour des câlins récurrents sans pépins, Les jeunes lausannois essayent le dernier site mis en ligne, Fruit, un parmi tant d'autres. Le fruit indique le type de relation que l'on recherche. Soyez pas droite ou cliquez sur le cœur. Mais c'est vraiment Tinder, de Tinder. C'est même les mêmes. C'est des boutons de ça là. Qui correspondent en vie. Ok, bon. Smoothie, 32 personnes. Les applications de rencontres ont pris une telle ampleur qu'une sociologue, Marie Bergström, y consacre ses recherches. Fruit est un bel exemple de ce marché du célibat florissant. Fruit, c'est juste un exemple de la nouveauté permanente, c'est-à-dire de nouvelles plateformes qui apparaissent et lorsque elles commencent à avoir une population plus importante, elles commencent à être connues, elles commencent à se diffuser, ça veut dire qu'elles commencent à se populariser, à se démocratiser. Et lorsque cette population devient trop diverse, les premiers usagers, qui étaient souvent des jeunes éduqués, qui du coup cherchaient un endroit sélectif, ils vont délaisser ces plateformes pour des nouvelles services qui sont plus, on va dire, sélectifs ou moins connus. Donc là, Mais toi, si t'es une Sébastien, pastèque, tu peux matcher une orange Change d'avis. Oui. ou un litchi. Je sais pas, j'en sais rien, mais moi je viens de me mettre aussi. Non, mais est-ce que nous, on est quoi ? Nous, on est du raisin. On peut matcher de l'olive ? Non, du. Parmi ces sites innombrables, il y a 3 stars. Mythic, Matchcom et Tinder. Apparemment concurrents, ils font partie de la même entreprise, Match Group, cotée en bourse. Il y a toujours des grandes applications qui ont une vraie mixité sociale, qui ont une grande diversité de public et qui effectivement restent populaires parce qu'il y a une masse d'utilisatrices et d'utilisateurs, donc un grand nombre d'inscrits. Et ça aussi, ça plaît, c'est-à-dire qu'on voit du monde, ça brasse du monde et qu'on peut donc rencontrer une grande diversité. L'année passée, Match Group a enregistré un chiffre d'affaires de 545 millions de dollars, avec 9,9 millions d'utilisateurs. Les jeunes, bien sûr, ne sont pas les seuls à se balader sur ces plateformes. Les utilisateurs ont tous les âges, tous les revenus, tous les profils. Et parfois, la quête de l'âme sœur peut leur coûter cher. Clara est hôtesse de l'air. Elle a 52 ans.
Divorcée depuis 12 ans, elle vit à Lausanne. Ses copines lui ont conseillé de chercher son partenaire en ligne. Alors les premières photos, j'aimais bien, mais pas les dernières. Donc, à chaque fois, je me dis, mais je suis trompée sur la marchandise. Parce que je vois un physique d'abord, et puis après, quand je clique un peu plus loin, c'est pas ça. Bon, et puis c'est vrai qu'il y en a ceux qui se prennent en photo torse nu dans leur salle de bain. Ouais, bof, quoi. On sait un petit peu d'avance ce qu'ils recherchent. À droite. J'ai fait Swiss Friends, Mythique, Tinder. Et puis, Parship, il y en a un autre, mais je ne me rappelle plus. Badoo. Philippe, âgé de 45 ans, vit près de Lausanne. Il est éducateur sportif et grand connaisseur de sites de rencontres. Pour une rencontre d'un soir, Tinder. Et pour des rencontres plus sérieuses, plutôt Badoo ou Once. Alors les personnes que je n'aime pas liker du tout, c'est vraiment celles qui mettent des oreilles de lapin ou un museau de chien. Ça, c'est... Enfin, je trouve qu'à notre âge, c'est un peu passé, quoi. C'est un peu dépassé. Philippe n'a plus besoin de passer son temps en ligne. Il vient de rencontrer son élu. Ah, j'ai adoré son sourire et puis son regard. Et elle avait mis un joli petit texte qui me correspondait bien, comme quoi elle aimait la nature, la randonnée, et du coup, c'est comme ça que j'ai liké ma copine actuelle. Il y a des gagnants et des perdants sur les sites et les applications. Et évidemment, il peut y avoir des difficultés individuelles, mais on a aussi des très grandes et fortes tendances sociologiques. Ce sont les jeunes hommes et les femmes seniors qui sont défavorisés. Les jeunes hommes sont défavorisés parce que entre 18, 20, 22, 23 ans, les femmes de cet âge-là discutent avec des hommes plus âgés. Elles cherchent des hommes plus matures. Et lorsque on est à 40 ans, 50 ans, 60 ans, ce ne sont plus les hommes qui sont défavorisés, mais les femmes qui, à cet âge-là, cherchent à contacter des hommes de leur âge. Mais à ce moment-là, les hommes discutent avec des femmes plus jeunes. Alors dans la vraie vie aussi, c'est difficile de trouver quelqu'un entre 50 et 60 qui est encore bien. Après, il y en a, mais ils sont pris. Rencontrer l'âme sœur a un coût. Et les prix varient selon les sites et l'usage qu'on en fait. Si l'application Tinder mise sur une inscription gratuite, libre à l'utilisateur de s'acquitter des options payantes qui augmenteraient ses chances de rencontre. Clara a contracté un abonnement annuel sur Parship, au prix de 240 francs. Lors de son renouvellement automatique, le prix annuel est passé à 590 francs. Je trouve inadmissible qu'ils aient la carotte comme ça, 240 francs. On se dit c'est pas cher pour une année, par mois ça fait tant. Et puis qu'au renouvellement, c'est la massue, quoi. Clara a voulu résilier son abonnement, mais elle a manqué le délai de 3 mois. Elle négocie finalement 6 mois d'abonnement à plus de 400 francs. Parship, ça fait partie des clubs de jazz, c'est-à-dire ça fait partie des services qui sont pensés comme des plateformes qui attirent une certaine population d'un certain âge, avec un certain pouvoir d'achat, et qui cherchent à se retrouver dans un entre-soi ou n'entre pas qui veut. Et effectivement, c'est une manière de plaire à un certain public. Est-ce que ça m'a coûté cher ? Est-ce que ça coûte plus cher qu'un cocktail au Palace? C'est une bonne question. Après, je pense que oui, dans l'absolu, plus de temps tu restes et plus de temps tu payes, donc voilà. Mais après, à toi d'être séduisant sur les sites de rencontres et limiter comme ça la casse. De tout temps, trouver l'amour, ça coûte. Le sociologue Eric Widmer étudie les relations de couple à travers l'histoire. Dans la société rurale du 19e siècle, les couples se rencontraient beaucoup dans les fêtes de village,
souvent grâce à des intermédiaires, soit des professionnels, des entremetteuses, qui étaient rémunérés d'une manière ou d'une autre pour leur service. Le couple romantique, le couple dégagé de ses liens de parenté, le couple fonctionnant comme une entité relativement autonome dans la base d'un logement unique, avec la garde d'enfants en bas âge, est une réalité relativement nouvelle, c'est-à-dire qui date d'environ 2 à 3 siècles. Non, mais c'est vrai que vraiment, Les sites de rencontres seraient donc les entremetteurs d'aujourd'hui. Selon l'Office fédéral des statistiques, 20% des couples suisses se sont rencontrés sur Internet. Allô la planète. Piera et Johan vivent à Genève. Non. Tous les deux de profession artistique, ils se sont rencontrés via une application. J'ai rencontré Johan sur une application de rencontre qui s'appelle Happen. Je ne sais même pas si ça existe encore. J'étais assez motivé pour la rencontrer. Je crois que j'avais vraiment envie. Son profil, en tout cas, me plaisait bien. 6 ans plus tard, Piera et Johan ont 2 enfants. Les gens, ils sont toujours un peu choqués quand on dit ça. Je sais pas, ils sont toujours un peu gênés qu'on ose parler franchement du fait qu'on se rencontre sur des applications, qu'il y a 2 enfants issus de ces applications de rencontres et tout ça. Les rencontres en ligne sont souvent inavouées. Pour les romantiques, l'amour doit être le fruit du hasard. Dans les années 70, nous avions les petites annonces dans les journaux. L'organisation institutionnelle du couple existait déjà dans les années 60-70. Par contre, l'utilisation de ces petites annonces n'était pas valorisée socialement. On avait un peu honte quand on trouvait son conjoint via une petite annonce dans un journal. C'était quelque chose que les individus cachaient, généralement, que leur couple était constitué sur ces bases-là. Sur les débuts de relation, moi je trouve que c'est sûr que ça casse un peu quelque chose d'une rencontre plus inattendue ou spontanée, mais bon, je sais pas, on va pas se cacher qu'arrivé à un certain âge, même si c'est pas un âge non plus très avancé, mais en fait, on a envie peut-être de rencontrer quelqu'un et peut-être qu'on stresse un peu, j'en sais rien. En tout cas, ça permet peut-être d'aller un peu plus vite ou de se rassurer. De toute façon, on peut pas faire comme si ça n'existait pas, donc voilà, ça existe. Les rencontres en ligne, un vrai business, donc on va en parler des gros enjeux derrière ces plateformes avec vous, François Lévesque. Bonsoir. Merci d'être avec nous depuis Paris. Alors vous êtes professeur d'économie à l'École des Mines. Ces sites de rencontres, il y en a énormément et en réalité, derrière, le marché est très concentré. Pourquoi du coup est-ce qu'il y a une panoplie, une offre aussi large ? On observe qu'il y a un groupe qui s'appelle Match Group d'ailleurs, qui est propriétaire de la plupart des sites qui ont une grande audience. C'est-à-dire si vous allez sur Tinder ou si vous allez sur Mythic, eh bien Tinder et Mythic c'est le même groupe qui s'appelle Match Group. Et Match Group c'est aussi OkCupid, c'est aussi Plenty of Fish, c'est plein de sites qui finalement appartiennent à la même entreprise. Vous avez des sites qui s'adressent plutôt aux seniors, vous avez des sites qui s'adressent plutôt à ceux qui cherchent une rencontre pour 24 heures ou pour la nuit, vous avez des sites pour ceux qui cherchent une compagne ou un compagnon pour un mariage durable. Donc il y a des sites qui ont des propositions différentes. Vous avez des sites aussi qui sont communautaires, des sites, si vous voulez vous marier avec quelqu'un qui a votre propre religion, eh bien vous pouvez aller sur un site qui recrute uniquement des abonnés qui ont cette religion-là. Alors au niveau des sites spécialisés, justement, autre entreprise, Grindr, qui est très populaire dans la communauté homosexuelle et puis plus largement dans la communauté LGBTQ. Il y a quelques années, ce site a été vendu à des investisseurs chinois. Ça a tellement déplu aux autorités américaines qu'elles ont fait pression pour qu'il soit racheté par des investisseurs américains et qu'il revienne en main aux États-Unis. Pour quelle raison ? C'est quoi l'enjeu là ?
L'enjeu, c'est les données personnelles. Sur les sites de rencontres, vous remplissez un questionnaire avec parfois des centaines de questions sur vos préférences, qui vous êtes, ce que vous recherchez. Et bien évidemment, ces données, elles sont stockées et il faut éviter qu'il y ait un accès à ces données personnelles. Et donc, si vous êtes un membre du Congrès américain et que vous cherchez un partenaire sur ce site LGBT, eh bien, si par ailleurs vous affirmez que vous êtes contre les homosexuels et en fait vous êtes sur un site et vous cherchez un partenaire homosexuel, ou si vous êtes marié et vous dites que vous êtes un homme incroyablement fidèle, et puis en fait les données montrent que vous avez consulté ce site, bien évidemment les Américains ne souhaitaient pas que les Chinois ou le Parti communiste chinois sachent que tel membre du Congrès ou telle personne influente, eh bien en fait elle fait le contraire de ce qu'elle affirme. Ouais, donc il y a quand même un risque là assez évident que vous identifiez. Bon, malgré ça, vous êtes très positif vis-à-vis de ce que ces sites de rencontres peuvent apporter à notre société. Pour quelles raisons? Qu'est-ce qu'ils amènent de plus? Effectivement, les sites de rencontres en ligne sont d'une très grande utilité sociale. Pourquoi? Parce que, en fait, on observe que les mariages initiés par une première rencontre en ligne, eh bien, sont plus durables. On observe que les mariages qui sont initiés par un site en ligne, eh bien, il y a plus de mariages mixtes. Vous avez plus de rencontres qui se font entre des gens qui sont de religions différentes. Vous avez plus de rencontres qui se font entre des gens qui sont de couleurs de peau différentes. Pourquoi? Parce que, tout simplement, au lieu d'être coincé, entre guillemets, dans votre propre milieu social, le cercle familial, le cercle amical, le cercle universitaire, le cercle de travail, eh bien, à travers un site, vous élargissez vos contacts potentiels. Des horizons plus larges, donc, grâce au site de rencontres. Merci beaucoup, François Lévesque. On vous souhaite une très belle soirée du côté de Paris. Et il y en a un qui est un peu moins enthousiaste vis-à-vis des sites de rencontres. C'est notre chroniqueur, Benjamin Descoster. J'étais chez moi et je pensais au site de rencontre. Et je me demandais si c'était pas un peu la défaite du charme naturel et la victoire du cynisme virtuel. Oui, parce qu'on fait que juger les autres. Comme on peut créer son profil, on est vite tenté de tricher un petit peu. Du coup, on fait semblant d'aimer les randonnées, la danse contemporaine ou l'équitation. Alors que moi, je trouve que le cheval, c'est plus intéressant dans une assiette que dans un enclos. Et pourquoi on nous présenterait la bonne personne? Oui, pour les sites de rencontres, c'est plus rentable quand on cherche l'amour que quand on le trouve. Et c'est peut-être pour ça qu'on tombe souvent sur des gens à qui on arrive à se confier en ligne, mais une fois en vrai, on n'arrive pas à briser la glace de nos écrans. T'aimes le cheval? Et puis, est-ce que l'amour, c'est pas un peu surfait? Non, je demande, parce que tomber amoureux, c'est se relever célibataire. À chaque fois, on oublie qu'on souffre. Oui, parce que quand on aime, on pense plus normalement. C'est un coup de foudre, mais pas tout de suite. C'est un coup de foudre qui je sais pas comment dire. Ça s'est vraiment passé tout au long de la soirée. Non, et puis moi j'abandonne. De toute façon, en Suisse, depuis cet été, la concurrence est trop rude. Mais je sais pas pourquoi je réfléchis à tout ça, parce que moi je suis en couple. Tu penses à quoi? Rien. Pour ceux qui ne sont pas en couple, en revanche, pas évident de s'orienter dans la jungle des sites de rencontres. Nous avons donc tenté une expérience. 2 célibataires ont accepté de jouer les cobayes et de tester 3 sites de rencontres pendant 2 semaines, Tinder, Parship et Bumble. Ça commence par l'élaboration de leur profil. Première étape, nos 2 cobayes font une séance photo pour leur profil en ligne. Stéphane, âgé de 55 ans, vit à Genève. Il n'est jamais allé sur un site de rencontre. Je ne me suis jamais inscrit, donc c'est la première fois. Je trouvais que c'était assez intéressant parce que finalement, il va me mettre un petit peu au défi d'une autre manière de rencontrer les gens. C'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que c'est compliqué finalement d'aborder les gens. Aussi par le fait si quelqu'un nous plaît, est-ce que ça ne va pas être mal pris? On a un peu l'impression qu'avec ces histoires MeToo, ça devient un peu compliqué, les relations. Est-ce qu'à travers l'outil d'une rencontre, à travers Internet, permet de casser peut-être plus facilement la glace? Je ne sais pas, c'est justement ce qui m'intéresse un petit peu par rapport à ça. Voilà.
Mais il y en a. Bon, on va commencer par ici. Noémie, âgée de 29 ans, vit à Lausanne. Elle a déjà eu des expériences en ligne sur Tinder. Curieuse, elle se prête à notre jeu. Moi, je cherche vraiment quelque chose de sans pression. Enfin, je cherche pas une relation incroyable. Je trouve que c'est un chouette moyen aussi de rencontrer des gens. On a réussi à trouver un bon compromis entre le naturel et puis un peu la mise en scène. Donc, elles sont assez cool, quoi. Deuxième étape de l'inscription, le texte de présentation. Plutôt montagne que plage, sans préjugés, curieux de ce que vous êtes. Mais c'est... Oui, alors c'est... Enfin, de toute façon, faut se vendre, quelque part. Mais mis à part ça, c'est quand même moi. Par rapport au texte que j'ai mis, voilà, moi, j'ai pas un profil de femme, que ce soit blond, noiraude, mince, grande, petite, enfin tout, voilà. Moi, j'ai pas de préjugés. Passer bio, c'est toujours assez compliqué de trouver un entre-deux pour pas passer pour une potiche. Mais tout en ayant quand même l'air, en ayant un peu d'humour, je trouve que c'est important. Du coup, j'ai mis sans attente particulière, mais si tu peux être beau, riche, grand, musclé, avoir de l'humour, ça me va. Je rigole, mais la dernière option est non négociable. Moi, maître, 28 ans, célibataire, à la recherche du grand amour avec un grand A, ça me représente pas, donc j'aimerais mettre quelque chose qui me représente et puis qui me fait rire aussi. L'inscription gratuite sur le site populaire de Tinder demande 6 minutes à l'utilisateur. Les informations à fournir sont très basiques. Orientation sexuelle et localisation. L'inscription également gratuite sur le site de Bumble demande 15 minutes à l'utilisateur. C'est similaire à celui de Tinder. Et j'avais mis un peu voilà, mes infos de base, mes centres d'intérêt. La particularité de Bumble, c'est la femme qui doit engager la conversation. L'inscription sur le site de Parship demande 25 minutes à l'utilisateur, qui doit répondre à d'innombrables questions. Que pensez-vous des publicités ? Le coût de l'abonnement annuel varie entre 250 et 600 francs selon les offres. Quel style de maison vous attire le plus ? Ok, on a le choix de 3 maisons. Maturité gymnasiale, maturité professionnelle. J'ai fait une Matu Pro dernièrement. Quel est votre revenu brut annuel ? Tu rigoles ? Noémie et Stéphane sont maintenant inscrits sur les 3 sites, Tinder, Parship et Bumble. Ils ont 2 semaines pour rencontrer l'âme sœur. Et on a terminé ! Super. Alors Stéphane et Noémie ont-ils eu du succès ? Et surtout, quels sites répondent le mieux à leurs attentes ? Verdict. Après 2 semaines de like ou pass, aimer ou pas aimer, Stéphane a fait 3 rencontres, 2 via le site Parship et 1 via Bumble. 3 rencontres, ouais. Et la 3e, là, ouais, je pense que peut-être qu'il y a en tout cas quelque chose qui pourrait aller plus loin. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas seulement la discussion qui était intéressante, riche, mais je pense qu'il y avait quelque chose de plus, quoi. Ça, c'était aujourd'hui, ouais. C'est quelqu'un qui, physiquement, ressemble quand même quelque part à mon ex-femme. Si Noémie a beaucoup échangé, liké et passé, elle n'a fait aucune rencontre. C'est bête, mais de devoir se dire « Ah, il faut provoquer l'instant, il faut provoquer la rencontre. » Je trouve que c'est dur, justement. Parce que des fois, tu as ce truc de t'emballer dans la discussion, de te dire « Ah, tiens, il a l'air vraiment chouette, intéressant, intéressé. » Et puis en fait, le fait de devoir se dire « Bon, bah, allez, je vais devoir aller le rencontrer en vrai. » Provoquer la chose. Des fois, c'est vrai que tu as justement cette espèce de flemme qui arrive et qui se met un peu dans l'interaction, quoi. Ah bah Bumble number 1, Tinder en 2e et puis Parship en 3e. Bumble, fondé par une ancienne collaboratrice de Tinder, change les règles du jeu. Les hommes n'ont pas la possibilité de commencer la conversation. C'est que les filles qui peuvent interagir avec la personne. Elle a 24 heures en fait pour aller faire le premier pas et puis discuter avec la personne. Je trouve que c'est aussi bien que ce soit aussi les femmes qui soient confrontées, si je puis dire,
à ce que l'homme fait, c'est-à-dire voilà, on choisit, ah elle est jolie, ou elle me plaît, ou il a une belle photo, etc. On dit oui ou on dit non, enfin, pour le premier contact. C'est avec la barbe. Le site de rencontre favori de Stéphane est cependant Parship, qui selon lui met en avant la personnalité et les échanges écrits. Je dirais que celle-ci c'est la plus récente. Le fait d'essayer de faire correspondre de ce qu'on est par le biais de l'écrit, qui n'est certainement pas une chose facile. En tout cas, vraiment, là, les personnes qui m'ont répondu favorablement, c'est qu'elles ont lu quelque chose. Donc, c'est déjà une démarche. Ça, c'est vrai que ça m'a fait plaisir. Bonjour. Ah bon, vous vous sentez bien, la chaux de fond? Pourquoi? Oui, bizarre pour un premier message, mais ça m'a interpellé. Moi, je trouve un petit peu old school comme ça, avec ce gros fond rouge. Les caractères, en tout cas sur les 3 applis, c'était celle qui m'a le moins plu en tout cas. Et 12. Plus on passe de temps, mieux c'est. Parce qu'il n'y a pas que le like qui est pris en compte pour... Un collectif de scientifiques romans, Estia Labs, s'est penché sur les données personnelles de nos cobayes. On comptabilise leur activité sur Tinder. Sa vitesse de clic, le temps qui passe. Sur Noémie, on voit pas les likes tellement il y a de passes, alors qu'on a un ratio, je dirais, de 3 à 1 à 10 selon les périodes pour Stéphane. Il like un profil sur 3, quoi. Il a passé plus de temps sur Parship. Là, on voit que son activité sur Tinder est aussi faible. Donc c'est aussi peut-être pour ça qu'il y a eu plus de succès sur l'autre application, parce qu'il y a passé plus de temps. Sur ces 2 semaines de test, Stéphane n'a obtenu que 35 likes sur Tinder, tandis que Noémie en a obtenu des centaines. Plus on passe de temps dans l'application, plus on est valorisable par Tinder. Et donc plus Tinder nous récompense en nous mettant des propositions pertinentes, en mettant en valeur notre profil. En récoltant les données personnelles des utilisateurs, les scientifiques veulent démontrer l'influence des algorithmes sur le choix de l'élu ou l'élue. Le résultat n'est pas actionnable de la même manière. On leur donne des choses dont on n'a pas forcément conscience. Par exemple, en passant plus de temps sur le profil d'une blonde qui aime bien la montagne, on indique une certaine préférence pour ces caractéristiques-là. Et ça, ces plateformes le détectent et vont après l'utiliser pour proposer des profils plus tard. Sachant que les applications veulent bien sûr créer des matchs, créer des rencontres, mais aussi garder les utilisateurs au maximum sur la plateforme, en tout cas celles qui se basent sur un revenu publicitaire. Donc il y a une partie, oui, d'espionnage de notre utilisation de ces applications. Si les algorithmes nous manipulent, ils n'ont quand même pas le pouvoir de décider à notre place. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une tendance à surestimer la sophistication des algorithmes avec cette idée et cette crainte que les plateformes nous font faire des choses qu'on ne voudrait pas, nous obligent à rencontrer des personnes et à ignorer d'autres. Je pense qu'il ne faut pas perdre de vue que les pratiques, que ce soit en termes de discrimination géographique, raciale, sexiste, qui existent sur les plateformes, ce n'est pas en premier lieu les algorithmes, ce sont les choix des utilisateurs. Je ne sais pas si je recommencerai. Ouais, ça prend du temps. Enfin, si on veut faire la démarche correctement, oui, ça prend du temps. Ça prend du temps parce qu'il faut aussi aller regarder, voir si les gens ont matché, si les personnes nous ont écrit, leur répondre, c'est la moindre des choses. Hein. Ça me paraissait normal. Puis après, éventuellement, le rendez-vous. Donc oui, ça prend du temps. Ça prend même beaucoup de temps, quoi. Ouais. Je suis convaincue qu'on peut encore faire des rencontres aujourd'hui sans application de rencontre, mais que c'est un bonus. C'est une manière d'aller vite, c'est une manière de faire les choses plus facilement. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Heureuse de vous retrouver sur ce plateau. Avec nous également Jessica Pidou. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, pour commencer, bien sûr, Stéphane, cette femme dont vous parlez dans le reportage, est-ce que vous l'avez revue ?
Malheureusement pas. Bon, on vous souhaite en tout cas de bientôt trouver la partenaire que vous recherchez. Cette expérience, cette manière de rencontrer des gens, est-ce que ça vous a convaincu? Non. Personnellement, non. Oui. La raison, je pense que ça dépend aussi comment chacun et chacune fonctionne. Pour ma part, je trouve que le contact avec les personnes, donc pas à travers justement ce filtre d'un site de rencontre, pour moi, je me sens plus à l'aise personnellement. Vous m'avez dit, il y a quelque chose de très cash en fait aussi, dans la manière d'aborder l'autre. Donc forcément qu'il y a des filtres qui sont descendus ou disons qui sont déjà perdus parce que justement les personnes qui sont là, finalement elles cherchent quelqu'un. Donc toute cette approche au départ qu'on peut avoir avec une personne parce qu'on ne sait pas si finalement elle est libre ou si elle nous plaît ou si on lui plaît, etc. Toute cette approche-là, on ne l'a pas dans ce genre de situation. Donc ça, je dirais que ça va beaucoup plus vite, pas forcément un aboutissement, mais en tout cas au départ, forcément que les éléments sont déjà mis en contact, que c'est et la personne qu'on a et nous qui cherchons quelqu'un. Ouais. Donc, voilà. Un petit peu moins de mystère. Jessica Pidou, vous avez fait une analyse comparative d'une trentaine de sites de rencontres. Est-ce qu'ils fonctionnent tous de la même manière pour trouver les matchs? Non, elles fonctionnent différemment à partir des données que l'entreprise décide de collecter. Puisque ces données, en fait, créent la structure de l'application et la manière dont on va présenter nos préférences. Lorsqu'on crée un compte, il y a un profil à renseigner dans l'application. Et par exemple, si on va sur Parship, on va présenter un profil qui est beaucoup plus psychologique. Il y a un questionnaire avec des questions concernant la manière dont on résout des problèmes dans un couple, si on dort avec la fenêtre ouverte ou non. Et alors que si on va sur Bumble ou Tinder, c'est un autre type de rencontre qui se met en place puisque les préférences qu'on peut déclarer, c'est par rapport à notre niveau d'éducation, notre occupation, notre âge. Donc, c'est des structures, des préférences différentes dans chaque application. Alors ça, c'est ce qu'on déclare, mais il y a aussi ce qu'on ne déclare pas, mais que finalement, l'algorithme va observer de notre comportement. Et là, par exemple, si on prend les 3 sites qu'on a eu dans notre expérience, Bumble, Tinder et Parship, est-ce qu'il y a des différences? Oui, il y a des différences. Effectivement, un système informatique avec des calculs, donc des algorithmes, va permettre de capturer ces données qu'on déclare, mais aussi des traces d'utilisation qu'on laisse à l'application. Par exemple, le temps de connexion qu'on passe sur une photo, combien de fois on ouvre l'application, notre géolocalisation précise. Ce sont tous des données qui vont permettre de recommander une personne de type soit blonde, pas blonde, brune. Stéphane, vous avez particulièrement apprécié Parship dans les 3 que vous avez testés. Il y a justement ce long questionnaire. Est-ce que vous avez l'impression que c'est efficace? Ça a permis de trouver des connexions avec certaines personnes? En tous les cas, ça m'a beaucoup fait penser à un questionnaire professionnel. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas simplement de similitude, dans le sens où finalement on demande des renseignements assez approfondis. Et aujourd'hui, je sais qu'il y a des entités professionnelles qui aussi travaillent par rapport à ce genre de situation. En tout cas, ça m'avait l'air plus sérieux dans les questions. Est-ce qu'après, c'était plus sérieux? Je ne sais pas. Mais en tout cas, les questions étaient plus sérieuses, personnellement. Oui, quand même plus sérieuse. Et ça fait une différence aussi. Après, parce que c'est valorisé par le site, d'avoir ce long questionnaire. Est-ce qu'après, ça donne de meilleurs résultats d'avoir cette récolte d'informations? Puis, en principe, ça devrait donner des meilleurs résultats, des préférences déclarées. Mais la plateforme nous apprend sur quoi il faut porter notre attention. Par exemple, sur Parship, quelque chose qui est important, c'est le salaire de quelqu'un. Et on a même la fonctionnalité de trier les gens par niveau de salaire. Mais tout le monde peut tricher sur ces salaires. Tout le monde peut dire, puisqu'on apprend à définir l'attractivité et à ceux qui attirent plus l'attention aussi. Donc, on n'a pas de vérification des données, ni d'identité de la personne. Donc, si vous voulez, l'attractivité, elle est construite dans l'application. Donc, la recommandation, elle se base sur des données dont on ne sait pas si elles sont vraies ou pas. Alors, une des données qui est ressortie de notre expérience, c'est le nombre de likes sur Tinder. On a vu que la jeune femme a obtenu beaucoup plus de likes que Stéphane.
Est-ce que c'est le hasard ou est-ce qu'il y a des trends comme ça au niveau de qui obtient des likes ou pas? Les gens qui reçoivent plus de likes dans l'application vont être plus vus et plus mis en avant que d'autres personnes. Donc il va y avoir un cercle vertueux en fait. Plus on est liké, plus on est mis en avant. Vous me disiez aussi que tendanciellement sur ces sites, les jeunes femmes avaient énormément de likes. Enfin, que certaines se sentaient même presque harcelées. Oui, parce qu'il y a dans certaines applications, il y a plus plus d'hommes que de femmes. Et ça fait que la femme reçoit beaucoup de messages, des premiers contacts, alors que l'homme, non. L'homme va donner le premier pas, va écrire le premier message. Mais ça fait partie aussi des croyances collectives qu'on construit dans l'application, de comment une femme se comporte et comment un homme se comporte. Donc c'est pour ça qu'on crée des applications comme Bumble qui bloquent l'homme pour envoyer le premier message. C'est la femme qui doit l'envoyer en premier. Et tout ça crée des relations, des couples différentes à chaque fois, selon l'application. Ouais. Un peu le reflet quand même de la société et de son fonctionnement en général. Merci beaucoup à vous, Jessica Pidou. Merci beaucoup, Stéphane. On vous souhaite à tous les deux une très bonne suite. Merci. Merci. Voilà, vous êtes informés, à vous de choisir. Vous vous souvenez peut-être de Lamarie, notre chroniqueuse québécoise. Ce soir, elle examine la manière dont nous trions nos déchets. C'est vrai qu'il y a peut-être 2 ou 3 incohérences dans le système suisse. Salut, c'est Lamarie, ta cousine québécoise. C'est correct qu'on se tutoie? Excellent. Oh, j'adore la Suisse. Mais tu peux-tu m'expliquer une affaire? Pourquoi, en Suisse, la méthode de recyclage diffère d'une commune à l'autre? Prenons le papier et le carton. Parfois, il faut le séparer. Souvent, on peut le mettre ensemble. Et des fois, il y a des bennes juste pour le papier. Comme en Suisse, au Québec, on doit éviter de jeter les matières plastifiées ou cirées. Mais on a le droit de jeter les berlingots de lait et les jus plastifiés multicouches. Parlons du verre. En Suisse, on doit parfois le trier par couleur, vert, brun, blanc. Puis d'autres fois, ben non. Il faudrait savoir. Au Québec, pour le verre, mais aussi pour tout ce qui est recyclable, aucun tri à faire en amont. Ça n'a pas de bon sens. En plus du camion poubelle hebdomadaire, il y a un camion de recyclage, moteur toujours en marche, qui fait du porte-à-porte pour récolter le bac roulant de chaque ménage. Rémi-Pierre Bouchard, ramasse le recyclage. Le camion s'en vient. Vient ensuite le plastique, ou plutôt les plastiques. En Suisse, dans plusieurs communes, pas possible de les mettre aux mêmes endroits que les autres matières recyclables. Direction grande surface ou déchetterie. Que le PET et le PE sont acceptés, mais c'est pas encore au point car seulement 8% des plastiques sont recyclés. Au Québec, même les barquettes de viande sont acceptées, à condition d'être bien rincées. En résumé, oh Lamarie, permettez-moi d'établir cette synthèse. En général, le citoyen suisse est très discipliné en ce qui concerne le tri de ses déchets. Le citoyen québécois a la vie plus facile, mais a-t-il mesuré les conséquences écologiques de son système? Dramatisation. Au centre de tri, le camion se fait peser. Toutes les matières sont acheminées sur un tapis roulant. Les matières non recyclables sont écartées et des hottes d'aspiration évacuent les sacs plastiques. Ensuite, un séparateur isole le carton. Tri manuel du papier, du verre, du plastique. Le métal est trié à l'aide d'un aimant. Les matières sont ensuite chargées sur des remorques et acheminées vers des usines de recyclage. Constat, beaucoup de pollution. Avant même le procédé de transformation. Merci, professeur. En gros, la Suisse pourrait élargir ses méthodes de recyclage et le Québécois en faire un petit peu plus au niveau du tri. La solution, ce serait pas de produire moins de déchets. Sinon, la planète va péter aux frettes. Et nous reviendrons tout bientôt sur la question des déchets avec une émission consacrée au prix des poubelles. Mais avant cela, ce soir, on va parler de restauration à domicile. Il y a quelques mois, ABE enquêtait sur les pratiques des livreurs de repas type Uber Eats et révélait des conditions d'hygiène douteuses. Vous l'avez depuis quand, ce sac? Un mois. Et puis vous le nettoyez? Non, je ne nettoie pas. Bonsoir Patrick Eder. Bonsoir. Vous êtes le chimiste cantonal genevois. Alors à l'époque, vous aviez annoncé que vous alliez enquêter sur ce type de livreur. Vous l'avez fait. Résultat? Alors, on a mené 4 séries de contrôles depuis février jusqu'à tout récemment. Ça a fait à peu près 70 contrôles qui ont été menés et je dois dire que les résultats pour nous sont plutôt bons. On n'a eu que 2 cas où on a contesté en fait une mauvaise pratique. Une fois où
la séparation entre le chaud et le froid n'était pas garantie, et une fois où le sac était vraiment usé, abîmé. Mais voilà, des problèmes vraiment d'hygiène de sac, nous, on n'en a pas rencontré. Plutôt rassurant, donc. Ce qui l'est moins, c'est une autre pratique qui est en train de se développer. Ce sont les traiteurs qui travaillent depuis chez eux. On regarde de quoi il s'agit avec Malik Meini. Ah, des tomates farcies, des moules marinières, et même la très ibérique paella. Qui n'a jamais rêvé de pouvoir déguster les petits plats de la voisine du 5e? Eh bien aujourd'hui, c'est possible, grâce aux réseaux sociaux et à quelques sites internet. Plats exotiques ou plats de chez nous mitonnés à domicile par des cuisiniers amateurs. Une photo du plat sur le site et le tour est joué. À l'autre bout, le client n'a plus qu'à passer commande et payer. Un livreur lui apportera son repas au bureau ou à la maison. En Suisse romande, des sites comme Neia ou Nixfudo se sont lancés sur le marché des repas cuisinés à domicile. Question, et l'hygiène dans tout ça? Fraîcheur des ingrédients, respect de la chaîne du froid, une cuisine privée peut-elle rivaliser avec un restaurant? Chez Nixfudo, on l'assure, tous les chefs sont contrôlés par l'État de Genève. Nous voilà rassurés, ou pas. C'est vrai ça, Patrick Eder, vous avez contrôlé tous les chefs qui travaillent pour ce site? Alors, pour autant qu'ils se soient annoncés auprès de notre service, je pense que c'est le cas parce qu'on est passé chez tous ceux qui avaient fait un devoir d'annonce et qui produisaient à domicile. Oui, alors justement, vous avez mené une campagne assez large d'enquête auprès de ces traiteurs d'un nouveau genre dont vous nous révélez les résultats en primeur ce soir. 46 contrôles, je crois, avec quels résultats au final? Alors, plus de la moitié qui sont vraiment problématiques, avec parfois des conditions d'hygiène déplorables, des produits moisis, des problèmes de température, des fois présence d'animaux de compagnie, voilà, des problèmes d'hygiène et aussi des problèmes alors qu'on pourrait qualifier d'administratifs, mais qui ne le sont pas, c'est-à-dire pas du tout d'autocontrôle, des gens qui travaillent sans aucune formation et idée même, que ce soit de la législation, que ce soit des bonnes pratiques de fabrication. Donc c'est vrai qu'on est tombé parfois dans des situations vraiment catastrophiques. Ouais, alors catastrophique, ce que vous dites au niveau de l'hygiène avec des produits moisis, franchement, ça fait un petit peu peur. Est-ce que ça veut dire que vous décommandez le recours à ce type de service? Alors, je pense qu'il faut bien faire attention, le site sur lequel on commande, de savoir qu'on a affaire vraiment à des gens qui sont structurés. Est-ce qu'ils se sont annoncés réellement? Voilà. Ça, on peut le vérifier. Commander sur Facebook auprès d'un site dont on ne connaît pas vraiment, où il n'y a même pas vraiment d'adresse, on ne sait pas à qui on a affaire, ça, je le déconseillerais. C'est surtout dans ce style de cas qu'on a observé des situations vraiment mauvaises. Comment est-ce qu'on peut vérifier si la personne s'est inscrite, s'est annoncée aux autorités? Alors ça, malheureusement, vous ne pouvez pas. Et c'est bien une des difficultés de tout le système, c'est que ce devoir d'annonce, en fait, nous, on ne peut pas le déclarer, on n'a pas le droit de le faire. C'est-à-dire de rappeler aux gens qui veulent faire ce type de production qu'il y a des règles. Et les règles sont les mêmes que pour la restauration. Il n'y a pas de... Parce que c'est à la maison, on est plus tolérant. On doit appliquer les mêmes règles. Et une de ces premières règles, c'est de s'annoncer auprès du chimiste cantonal. Et puis, vous pouvez être inspecté comme tout autre type de commerce. En fait. D'un mot encore, pour ceux qui ne respectent pas les règles, justement, quelles mesures ont été prises? Alors, on en a fermé quand même un certain nombre. Interdiction de production, il y en a parmi les 46 qu'on a contrôlés, il y en a 9 pour lesquels on a fait une interdiction de production. Et puis pour les autres, on a mis des mesures, comme de suivre des formations, en fait, des formations obligatoires, ou de mettre en place un autocontrôle, par exemple. Merci beaucoup, Patrick Eder. On vous souhaite une très belle soirée. Merci.